Peut-être je peux commencer, si ça vous va. Ok. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui donc, de ce livre qu'on a traduit à Hachette Publishing, donc, qui s'appelle Une brève histoire de la transmisogynie, pour une lecture anti-impérialiste de la transféminité. Vous me dites si je parle pas assez fort parce que... Un tout petit peu. Ok, ça marche. Ok. Donc pour me présenter brièvement, je m'appelle Myrna et à l'origine, je suis chercheuse en anthropologie. Donc j'ai travaillé en fait sur les questions de restitution du patrimoine béninois qui a été volé pendant la colonisation. Donc voilà, j'ai entrepris une recherche sur la fétichisation des statues vaudou et sur toutes les questions de mise en musée du passé qui est lié à l'esclavage dans cette région et en France, quoi. Je suis également éditrice donc, pour Hachette Publishing et en ce moment je fais un peu une pause aussi dans mes recherches académiques pour faire du travail associatif et je travaille en fait dans un centre, dans un espace LGBT qui accompagne des personnes trans et des personnes migrantes. Donc tout ce qui est accueil médical, accompagnement médical, administratif, social, etc. À Paris. Et parallèlement à ça, donc je fais partie de l'équipe de Hachette Publishing depuis 2021, donc depuis le début. Pour présenter brièvement le collectif, en fait on a un collectif et une plateforme éditoriale qui est basée à Marseille. Et on est composé en fait de 4 personnes, toutes des personnes nord-africaines et queer. Et on envisage l'édition en fait comme plutôt un acte, comme un acte militant, pleinement militant. Et voilà, notre pratique éditoriale, elle est vraiment engagée dans ça. Et on essaye en fait toujours de s'inscrire dans des projets un peu intra-éditoriaux, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi La Pastèque, qui est un journal qui a été en fait issu du collectif Publishers for Palestine, donc qui entend publier des voix palestiniennes en France et le mettre à disposition en fait du public pour pouvoir en fait aussi diffuser ces voix. Et on est également engagé dans le projet Débordé Bolloré, qui est un projet en fait éditorial qui vise en fait à court-circuiter un peu le monopole Bolloré et son projet fasciste dans le domaine de l'édition. Et donc c'est un collectif qui réunit plusieurs acteurs du livre, donc pas seulement des éditeuristes. Et voilà, sinon donc on publie des livres de critique sociale et politique qui sont essentiellement centrés autour de la colonialité dans l'espace public. Et donc et aussi beaucoup les questions antiracistes. Mais voilà, donc les 3 premiers livres, c'était vraiment en fait des sortes de guides un peu de grandes villes comme Paris, Bruxelles et Alger. Autour en fait des vestiges coloniaux dans l'espace public et de comment en fait l'espace public s'agence autour des questions coloniales et comment est-ce qu'il est impacté aussi par ces questions-là et comment en fait les personnes issues de ces colonies se retrouvent aussi dans ces espaces-là. Et on a publié également un dernier livre, donc l'avant-dernier livre avant celui-ci, c'était Entrée en pédagogie antiraciste, qui était en fait un livre qui donne des outils à destination en fait du corps enseignant et du corps de l'éducation nationale en général pour pouvoir répondre aux questions antiracistes et prendre en charge ces questions et enseigner aussi à des élèves racisés qui ont donc leur spécificité. Et en fait, pour juste dire 2 mots sur ce livre, à l'origine, c'était un stage qui a été organisé par le syndicat Sud Éduc 93 autour des questions antiracistes. Et ce stage a été fortement, en fait, donc il y a eu une volonté de l'interdire de la part du ministre de l'Intérieur, Michel Blanquer, à l'époque. Et il a quand même eu lieu, et donc ça a été une rencontre entre plusieurs personnes du corps enseignant qui ont proposé des stratégies, des outils pour répondre aux
aux questions antiracistes. Et ça a également aussi permis à des chercheurs, des chercheuses de s'exprimer sur ces questions, de proposer également des pistes et des outils. Et en fait, nous, on a enregistré ce stage et on a désarchivé un peu ce moment. Et en fait, c'est un peu ça aussi autour de ça que s'articule notre pratique éditoriale. Ça veut dire on essaie toujours en fait de prendre des moments qui ne sont pas forcément des moments destinés à être mis en livre et en fait de les proposer à l'écrit, quoi, enfin de les donner à lire, de les donner à découvrir, et donc en fait de permettre au savoir d'exister et de véhiculer autrement, voilà. Et même dans les autoristes qu'on fait intervenir souvent, ce sont souvent des personnes en fait qui sont pas forcément dans cette figure de l'écrivain, qui a des facilités pour écrire, qui a déjà un projet, des outils pour écrire, etc. En fait, on essaye vraiment de donner, d'accompagner dans l'écriture et de donner des pistes. Donc voilà, donc ça c'était le livre donc Entrée en pédagogie antiraciste, donc c'était l'avant-dernier livre. Et donc une brève histoire de la transmisogynie. C'est un livre, en fait, c'est notre première traduction. Enfin, en fait, on avait déjà publié une traduction qui était le livre sur Bruxelles, mais les textes à l'origine avaient été écrits en français et en fait, ils ont été traduits vers l'anglais et le néerlandais. Et nous, on a récupéré la version française et donc c'était pas vraiment un acte de traduction qu'on a fait entre nous. Et donc le livre, en fait, on l'a traduit au sein de la maison. Moi, j'avais déjà une pratique de la traduction parce que j'avais déjà participé à des projets de traduction depuis l'anglais et depuis l'arabe. Et en fait, on a du coup co-traduit le livre avec Nesma Meroum, qui fait partie aussi de Shed Publishing, et Laura Boulik, donc, qui est aussi éditrice à Shed, a permis d'harmoniser un peu toute la traduction, retravailler sur la traduction. Et Lydia Amarouche, qui est donc la fondatrice de la maison, elle s'est occupée en fait de tout le travail éditorial autour du livre. Donc ça a été vraiment un travail assez collectif, quoi, qu'on a entrepris de faire. Et en fait, on a donc décidé de traduire ce livre qui a été écrit par Jules Jill Peterson, qui est en fait une historienne canadienne qui est basée aux États-Unis et qui est enseignante à la faculté de Johns Hopkins et qui est qui est vraiment très ancrée dans l'académie, qui a un poste à l'université. Donc c'est une personne qui est assez dans cette pratique, quoi, de l'académie, de l'histoire, etc. Et elle a beaucoup travaillé sur donc l'histoire des luttes transféministes et l'histoire trans en général, et son travail en fait de recherche de thèse s'est concentré sur les enfants trans, et donc sur l'histoire des enfants trans aux États-Unis, et sur comment en fait cette prise en charge des enfants trans et ce que ça dit en fait de l'histoire trans en général. Et cette histoire, elle a été, cette recherche, elle a été publiée aux États-Unis, et ça s'appelle Histories of the Transgender Child. Et donc ça n'a pas encore été traduit en français pour l'instant. Et donc une brève histoire de la transmisogynie, ça a été son deuxième livre. C'est un livre qu'elle a pensé comme étant en fait beaucoup plus accessible, beaucoup plus... il ne s'adresse pas forcément qu'à des chercheurs et des chercheuses, mais au monde de la recherche, il s'adresse un peu à tout le monde, tout le monde peut s'en emparer. Et comme en fait cette chercheuse, donc Jules Peterson, elle a aussi une écriture de blog, elle a une pratique en fait du blog, du podcast, de plein de choses qui sont pas forcément valorisées dans l'académie. Ce livre-là, en fait, il va reprendre un peu cette écriture-là. Donc il va y avoir en fait plein de matériaux différents. Donc il va y avoir par exemple des références à des séries télé, des références à des livres, des romans, à des films, à des pratiques artistiques, tout en restant en fait très ancré dans la science historique et avec des matériaux vraiment très historiques, donc de l'archive, des témoignages, etc. Et donc c'est ça en fait qui va faire un peu la particularité de ce livre, et que particulièrement moi
c'est le fait de faire matériaux, de faire science avec tout un tas de matériaux, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et je vais d'abord donc du coup résumer un peu le livre et donner un peu les pistes, les éléments clés qui sont présents dans ce livre. Et après, je vais essayer de dire, à mon sens, pourquoi en fait ce qui est présent dans ce livre est important dans les luttes transféministes et aussi enfin, les luttes sociales en général, quoi. Et il y a quelque chose qui est assez important à préciser, c'est qu'en fait ce livre il s'inscrit vraiment dans une démarche matérialiste, une approche matérialiste. Donc c'est pas forcément une approche matérialiste au sens du féminisme comme on l'entend voilà, dans le courant féministe. Mais c'est plus une approche matérialiste au sens marxien du terme. Ça veut dire qu'en fait, elle va être voilà, se baser sur non seulement des éléments matériels, mais aussi et surtout en fait, sur une lutte, les luttes sociales en général, et en fait toutes les luttes autour des ressources et des moyens de production. Et donc c'est quelque chose qui est assez important dans ce livre parce que toute sa pensée elle va être traversée en fait par cette approche matérialiste très ancrée quoi, dans les luttes sociales et dans ce rapport aux moyens de production et aussi au rapport de domination en général. Et dans cette perspective, elle ne va pas forcément donc, définir ce que c'est que la transféminité, ce que c'est qu'une femme trans, ce que c'est qu'une personne trans. Et en fait, elle va prendre la question par l'oppression et donc parler de la transmisogynie comme étant en fait une oppression l'oppression qui vise une certaine catégorie de personnes, que ce soit des femmes trans, considérées comme des femmes trans ou pas, ou plutôt des personnes sur un spectre transféminin en général. Et que, en fait, cette transmisogynie, selon elle, elle est historiquement située. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui va sortir un peu de nulle part, qui va être propre à nos sociétés modernes. En fait, c'est la transmisogynie, elle est historiquement située et elle est située aussi et surtout dans une histoire coloniale beaucoup plus vaste et une histoire en fait de l'impérialisme qui est beaucoup plus vaste. C'est pas forcément en fait la transmisogynie dans les rapports interpersonnels, même si bien sûr elle en parle et que en fait ça c'est sa manifestation la plus directe. Mais c'est la transmisogynie comme en fait étant une violence qui est adoubée par l'État et une violence qui tire ses sources dans l'État et en fait pour laquelle l'État fabrique les conditions d'existence et l'État occidental en général et l'État colonial est dans toute cette histoire en fait coloniale et impérialiste de l'Occident et du Nord global. Et en fait dans cette perspective, elle va proposer un concept qui est assez intéressant et qui est assez central aussi dans ses recherches, qui est celui en fait de la transféminisation. Et donc la transféminisation, ça commence selon elle dans un contexte colonial, et c'est en fait le ciblage et la sexualisation d'une certaine catégorie de personnes ou d'une population en raison en fait de leur féminité qui est exprimée dans l'espace public et qui est considérée en fait comme une menace à l'ordre colonial. Donc pour elle, la transféminisation, elle commence là, où en fait l'autorité coloniale va cibler une forme une population, enfin des populations en l'occurrence, mais dans les espaces, dans les différents espaces géographiques colonisés. Donc une population pour sa féminité et l'expression de sa féminité. Donc en fait souvent bien sûr c'est des personnes considérées comme de sexe masculin qui expriment une féminité qui vont être ciblées par cette transféminisation. Et en fait elles vont être lues, ces personnes, comme proposant, enfin comme faisant preuve en fait d'une violence qui est masculine.
En fait, c'est ça, la transféminisation, c'est de projeter une violence masculine sur une féminité qui est considérée comme une menace. Et, euh, et donc, elle va commencer donc, dans les territoires colonisés pour développer en fait des outils répressifs et policiers qui sont bien sûr qui vont être tout à fait investis après dans les espaces métropolitains, donc en fait dans les villes du Nord global, aux États-Unis, en France, etc. Et l'exemple qu'elle développe le plus, donc il y a plusieurs exemples en fait dans l'histoire coloniale de l'Occident. Donc il y a des exemples qui sont très connus, comme par exemple les Two Spirits, donc qui est une catégorie de genre des personnes autochtones en fait en Amérique du Nord qui sont un peu hors du cadre du genre occidental, de cette binarité, et qui vont en fait tout de suite être ramenées à une violence masculine, elles vont être forcées donc à s'habiller de manière masculine, à effectuer des travaux perçus comme masculins, en fait qui vont subir une très forte violence et un très fort contrôle en fait de leur corps et de leur vie, de leur comment dire, oui, de leur manière de vivre en fait, jusqu'à complètement être écrasés et disparaître. Et l'un des exemples qu'elle cite le plus aussi, c'est celui des personnes Hijra, donc en Inde britannique, qui sont en fait des personnes pareilles, qui sont hors du cadre occidental du genre, et qui sont des personnes donc féminines, donc de sexe masculin, et qui ont un lien très fort, enfin un lien spirituel, un rôle spirituel très fort et une fonction voilà, qui est liée en fait à la poésie. Donc elle se déplaçait un peu de ville en ville. Enfin, Hijra en arabe, ça vient de l'arabe de migration. Donc elle se déplaçait dans les villes en Inde pour célébrer, pour assister aux célébrations des mariages. Et en fait, elles avaient un rôle qui était sacré et qui était en fait un rôle ascétique. Qui n'était pas du tout lié à une quelconque forme de sexualité ou à une sexualisation. Et donc ces personnes, elles vont être complètement perçues comme des menaces, où on va projeter en fait sur elles une menace, par exemple, qui est liée à la sodomie, à la pratique du travail du sexe, à tout un tas de choses en fait qui sont moralement et légalement réprimées. Et on va mettre un appareil législatif et policier autour d'elles pour pouvoir en fait complètement contrôler leur déplacement, donc les forcer à la sédentarité. Et donc par là, elles vont perdre complètement leur rôle spirituel et de fait, elles vont être contraintes de se livrer au travail du sexe. Et donc en fait, leur rôle a été complètement écrasé, transformé par l'entreprise coloniale, quoi. Parce qu'aujourd'hui, donc ces personnes sont toujours, existent toujours et sont considérées comme étant des personnes trans, mais elles ont perdu en fait leur spécificité culturelle et leur spécificité spirituelle au profit en fait d'une transidentité, d'un parapluie trans un peu mondialisé et aseptisé, quoi. Donc voilà, donc ça c'était un peu le principal exemple de ce qu'elle écrit comme étant la panique trans. La panique trans qui selon elle en fait est mondialisée parce que des exemples de ces personnes vont être visibles un peu partout dans le monde colonisé, quoi. Où il va y avoir en fait tout un tas de personnes qui vont être complètement voilà, transféminisées et qu'en fait, ce qui est important de souligner, c'est que ce sont en fait les mêmes outils répressifs de contrôle de ces corps, de contrôle de ces populations, qui vont être développés en Occident et en métropole à destination, en fait, sur des populations, pour le dire simplement, des femmes trans, racisées, noires, travailleuses du sexe, notamment beaucoup aux États-Unis. Donc en fait, il y a tout un continuum entre la répression des populations qui sont un peu hors du cadre occidental du genre et vers les populations qui sont en métropole et qui sont beaucoup plus proches de l'étiquette trans occidentale, quoi.
Et donc c'est voilà, ce qu'elle appelle cette panique trans généralisée, puisqu'en fait la, la, la transféminité va être perçue comme une menace. Et le mot la construction en fait de panique trans, ça fait référence en fait aussi à des comportements en fait interpersonnels souvent en fait où les hommes des hommes tuent des femmes trans et après voient leur peine devant les tribunaux réduite, puisqu'ils vont en fait avancer qu'ils ne savaient pas voilà, que la personne était trans et qu'en fait de ce fait le meurtre était justifié. Et en fait cette panique trans là, donc d'un point de vue judiciaire, elle est visible d'un point de vue global, puisqu'en fait les États vont complètement légitimer les assassinats et les meurtres et les contrôles de femmes trans et beaucoup en fait de femmes trans racisées, de femmes trans noires et de femmes trans travailleuses du sexe. Et un peu dans cette même voilà, dans cette même lignée d'exploration de l'histoire de la transféminité, elle va se pencher sur l'histoire de comment cette transféminité elle a pu émerger dans un contexte, dans le contexte de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la transféminité moderne, j'entends, parce que bien sûr, enfin, comme elle le dit, voilà, la transféminité c'est aussi c'est situé historiquement. Et donc la transféminité moderne va émerger dans les États-Unis, dans les villes américaines de l'abolition, enfin pendant l'abolition de l'esclavage et toute la période qui a précédé l'abolition de l'esclavage, donc au milieu du 19e siècle, puisque en fait cette abolition progressive, elle va permettre en fait des mobilités de genre et géographiques aussi, qui vont constituer en fait un peu le terreau propice à l'émergence d'une forme de transféminité qui est très liée en fait au travail du sexe dans ces villes-là et à l'économie de service où en fait dans ces villes américaines l'économie de service va se développer et en fait les personnes transféminines vont aussi profiter de conditions matérielles, de ressources qu'offre l'économie de service et donc de travail du sexe notamment. Et en fait, à travers ça, elle va dire que surtout qu'au début de cette ère capitaliste, la condition de femme trans, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, du sentiment, de l'identité personnelle, mais c'est beaucoup plus, en fait, enfin pas beaucoup plus, mais en tout cas tout autant, une négociation avec un contexte général et en fait un agencement de conditions matérielles qui font en fait que des personnes vont pouvoir gagner une autonomie financière grâce à une féminité qui est plus visible dans l'espace public et que donc en fait c'est ça aussi en fait l'approche matérialiste, c'est que en fait des personnes qui font preuve d'une forme de féminité vont pouvoir se saisir d'une opportunité de ressources en fait, d'accès aux ressources. Et dans cette idée-là, elle va parler du parcours, de la trajectoire d'une femme qui s'appelle Mary Jones, donc qui est une femme trans, enfin ce qu'on pourrait voilà, aujourd'hui appeler une femme trans, et qui était une personne transféminine, noire, à la fin donc milieu du 19e siècle. Et en fait, Mary Jones, toute son histoire, elle est un peu comme ça en fait, elle est rentrée dans une maison close pour effectuer le travail du sexe et c'est là qu'elle a commencé à transitionner, enfin on le dirait comme ça aujourd'hui, et donc à recevoir des clients et elle a été en fait plusieurs fois jugée puisqu'elle a été en fait accusée de petits larcins, enfin voilà, d'avoir volé des clients, d'avoir escroqué des personnes, etc. Et ce qu'on lui reprochait surtout, c'était pas forcément le fait qu'elle soit considérée comme une femme trans, mais c'était surtout le fait qu'elle avait des relations sexuelles avec des hommes blancs. Et donc, en fait, elle était, voilà,
on lui reprochait en fait cette proximité raciale qu'elle avait avec des hommes blancs. Et ce qui était sensationnalisé aussi dans la presse, c'était pas seulement sa transidentité, mais c'était aussi le fait que ce soit une femme noire qui en fait outrepassait un peu la barrière raciale et voilà, se faisait avait assez peu de considération en fait pour toutes ces barrières raciales qu'on lui a imposées. Et c'est assez intéressant parce que voilà, ça montre que en fait, cette sensationnalisation de la transidentité elle n'avait pas forcément lieu à l'époque, et que aussi, euh, euh, de la même manière qu'aujourd'hui, en fait, la race, elle peut prendre vraiment le dessus euh, sur enfin, le genre et sur voilà, la transitude. Et que en fait voilà, par exemple aujourd'hui on voit très bien qu'il y a des femmes qui sont victimes de transmisogynie qui sont pas forcément trans et qui sont juste parce qu'elles sont souvent des femmes voilà, africaines ou nord-africaines, comme on l'a vu par exemple avec la boxeuse Iman Khelif, où en fait il y a quand même une imbrication entre l'appartenance raciale, enfin l'assignation raciale euh, et la trajectoire de genre, quoi. Et qu'en fait, ce sont des choses qui se mélangent assez facilement et qui se percutent, et que en fait, on peut pas analyser le genre sans analyser en fait la race, parce qu'en fait, on va pas vivre son genre de la même manière euh, si on est une personne blanche ou si on est une personne racisée et si on est une personne noire. Et donc, c'est une idée qui me paraît assez centrale, enfin dans le livre et aussi enfin, voilà, dans ma propre conception des choses. Euh, et donc pour continuer un peu cette exploration qu'elle fait de l'histoire de la transmisogynie, elle va revenir à une époque qui est un peu moins lointaine, qui est donc l'époque autour des émeutes de Stonewall aux États-Unis, donc dans les années 60, où on va voir en fait que les catégories de genre, elles n'étaient pas forcément aussi figées que maintenant, et qu'en fait, euh, la transféminité, elle évoluait dans un contexte social, dans un contexte communautaire qui était aussi très lié au milieu gay. Alors, le sens même du mot gay a changé depuis, mais voilà, en fait, le mot gay à l'époque était beaucoup plus euh, faisait référence à quand même plus une sorte ouais, de dissidence de genre et de sexualité. Et c'était pas forcément que voilà, des personnes du même sexe ou quoi. Et que donc dans les grandes villes occidentales, il y a une partie de la transféminité qui s'est aussi construite dans ces milieux-là. Et qu'en fait, suite aux émeutes de Stonewall, avec l'émergence du militantisme LGBT, enfin en tout cas les prémices du militantisme LGBT, on va en fait petit à petit trouver que la transféminité c'est quelque chose d'encombrant, que c'est quelque chose de pas socialement acceptable, et qu'il fallait en fait petit à petit s'en débarrasser. Et pardon. Et, euh, et c'était pas seulement parce que voilà, enfin pour des considérations sociales, mais c'était aussi en fait que les femmes trans, en tout cas les personnes qu'on considérait aujourd'hui comme des femmes trans, elles avaient en fait des revendications qui étaient beaucoup plus radicales. Elles étaient porteuses en fait de revendications qui étaient oui, beaucoup plus radicales que le reste de la communauté gay. Par exemple, en fait, l'anticarcéralisme, enfin, elles étaient contre l'incarcération de masse et voilà, l'incarcération tout court parce qu'elles-mêmes étaient confrontées à la violence policière et à la violence de l'État assez directement. Et aussi, voilà, elles étaient confrontées bien sûr à la pauvreté parce qu'elles payaient le prix de leur féminité. Donc voilà, elles étaient porteuses voilà, d'un idéal qui était beaucoup trop radical pour des personnes, pour la communauté gay de l'époque. Et donc elle va par exemple décrire un moment assez important de l'histoire de la lutte LGBT, qui est le moment en fait où Sylvia Rivera, donc Sylvia Rivera qui est donc donc elle se définissait comme une drag queen, enfin une queen, une street queen. Euh, donc on n'était pas encore
on n'utilisait pas encore le terme de femme trans à l'époque, enfin, ou l'expression de femme trans. Et donc elle qui était donc la compagnonne de route de Marsha P. Johnson, qui sont donc les deux activistes assez iconiques quoi, de cette époque-là. Et elles ont fondé le STAR, donc qui est un mouvement radical transvestite, comme elles disaient à l'époque, de TDS, où en fait elles prenaient en charge aussi beaucoup de personnes TDS, de personnes transféministes TDS qui étaient incarcérées. Et donc il y a ce moment où elle fait un discours devant donc un moment en fait qui célèbre les émeutes de Stonewall. Donc les émeutes de Stonewall qui ont quand même été initialement perpétrées par des personnes transféminines racisées parce qu'elles n'avaient pas grand-chose à perdre quoi, de se confronter au pouvoir policier et elles avaient déjà l'habitude de ça. Et en fait, ce moment, il est donc voilà, il y a un moment donc, où on commémore les émeutes de Stonewall, où Sylvia Rivera va faire un discours qui est assez important puisqu'elle va monter et elle va être confrontée en fait à une hostilité de la part des hommes gays et des femmes lesbiennes qui étaient présents, et où elle va complètement, ouais, elle va péter un câble et commencer en fait à dire ce que traversait le mouvement à l'époque, à savoir que le mouvement était en fait en train de laisser tomber les femmes trans et de laisser tomber les street queens pour se tourner en fait vers des luttes, des revendications beaucoup plus libérales qui s'inscrivent très bien dans le capitalisme libéral, donc l'adoption, l'accès en fait à l'égalité, à voilà, des choses tout à fait convenues et qu'en fait elles-mêmes, les femmes trans, n'avaient pas elles étaient un peu encombrantes dans cette image-là de normalisation que voulaient les gays et les lesbiennes de l'époque, quoi. Et donc, elle va aussi se focaliser sur cette image aussi de la street queen. Donc la street queen, c'est aussi l'un des termes qu'on a eu le plus de mal à traduire parce que c'est pas un terme qui existe dans le langage français. Et en fait, ce sont des personnes transféminines qui assument leur féminité en public. Donc c'est pour ça qu'on a traduit ça par queen public, parce que y avait en fait cette dimension de rendre public une féminité qui n'était pas forcément acceptable, alors même que par exemple par opposition aux drag queens et qui elles en fait, eux étaient plutôt des hommes gays qui réservaient en fait leur transféminité ou leur féminité à des oui, au divertissement, aussi au travail, à un cadre professionnel, et qui en fait n'allait pas souffrir, n'allait pas, n'allait pas subir des conséquences de cette féminité qui était vécue en fait en public. Alors que voilà, les street queens, elles vont avoir moins d'accès à l'emploi, moins d'accès en fait à la santé, parce que par exemple à l'époque aussi pour accéder aux hormones et accéder à une forme aussi de peut-être de cispassing, c'était très compliqué. Elles vont effectuer le travail du sexe dans des conditions qui sont pas légales et qui sont donc assez dangereuses pour elles et pour leur survie et pour leur survie, puisqu'elles se faisaient tuer assez régulièrement. Et donc c'est pour ça qu'on a traduit ça par queen public, parce qu'il y avait cette dimension publique. Et donc elles, donc ces femmes-là, elles sont quand même un peu aussi à une forme de jonction entre, ou en tout cas de scission entre le militantisme LGBT, donc les hommes gays qui avaient des revendications libérales, capitalistes, d'accès à la procréation et à la famille et à la normalité et à la propriété et à l'héritage. Les hommes gays qui font preuve d'une féminité vont en fait capitaliser sur leur féminité et vont professionnaliser leur féminité et vont en tirer profit, alors même que les street queens, elles vont subir des conséquences désastreuses de cette féminité-là. Et c'est aussi ça, voilà, l'approche matérialiste marxienne, elle est là aussi, c'est qu'en fait
l'une des naissances de la condition de femme trans moderne, elle se fait aussi dans cette perte voilà, ce non-accès aux ressources et aux moyens de production. Et en fait, voilà, cette figure de la street queen, elle est assez ambivalente puisque aujourd'hui, en fait, c'est des figures qu'on va qu'on va valoriser pendant un temps, mais de manière complètement voilà, hagiographique, en faisant un peu des saintes, etc. Un peu comme voilà, Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Et on va oublier complètement, en fait, on va la dépolitiser et on va complètement oublier que en fait, c'était des figures qui étaient extrêmement radicales, que c'était des figures qui n'étaient pas du tout dans une binarité de genre. Voilà, que en fait, pour elles, l'accès au statut de femme importait peu, puisqu'elles subissaient en fait des conséquences qui étaient assez désastreuses de leur féminité et elles entendaient en fait juste survivre. Voilà. Et que en fait, voilà, donc aujourd'hui elles vont être érigées au rang de symbole, mais on va pas voilà, forcément faire état de leur voix singulière, de leurs idéaux, de leur radicalité, de leur idéal politique en fait, de cet idéal dont elles étaient porteuses. Et au-delà même en fait du militantisme LGBT, tous les champs féministes et tous les champs voilà, de lutte et tous les champs féministes modernes vont petit à petit exclure en fait les femmes trans et vont se former autour de la transmisogynie. Et en fait, à ce titre, elle cite par exemple un texte qui est assez fâcheux de Judith Butler, donc qui date du début des années 90, pardon. Donc je crois que c'est en 94, où en fait Yael va revenir sur le film Paris is Burning. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, c'est un film qui se situe dans la scène ballroom des années 80. Et parmi les personnages qui évoluent dans ce film documentaire, il y a donc le personnage de Vénus Extravaganza qui est donc une femme trans latina qui voilà, qu'on voit en fait parler face caméra, où elle raconte un peu ce à quoi elle a envie d'accéder. Elle a envie d'accéder à une vie de famille un peu rangée dans une banlieue, parce qu'en fait c'est son désir et que c'est comme ça qu'elle envisage les choses. Et donc Vénus, on le voit dans le film, va être assassinée par un client et découverte sous un lit dans une chambre d'hôtel sordide, un peu comme beaucoup de meufs trans de l'époque et encore aujourd'hui malheureusement. Et donc Judith Butler va analyser ce moment en disant que au final, Vénus Extravaganza est un peu responsable de sa propre mort, puisque elle a voulu accéder en fait à un statut qui était assez impossible et qu'elle n'était pas voilà dans cette subversion du genre, et que voilà elle était dans des rêves bourgeois d'accès à la propriété, enfin etc. Donc elle va développer tout un truc autour de ça. Et donc voilà, ça peut paraître un peu étonnant de la part d'une personne universitaire assez reconnue dans les études queer, mais en fait, la plupart de ce qu'on appelle les études queer et les études de genre se sont construites autour en fait d'un rejet de la transféminité, d'une transmisogynie, où en fait la transféminité a toujours été perçue comme un truc un peu rétrograde qui va renforcer les normes de genre, etc. Et par exemple, on retrouve aussi des réflexions similaires dans des écrits de Bell Hooks. Donc ça peut paraître assez étonnant, mais c'est en fait le monde universitaire et le monde de la recherche, et aussi même les plus queer, etc., est pétri de transmisogynie. Donc après toutes ces réflexions, elle va conclure le livre en parlant en proposant en fait un peu une direction nouvelle des études, des luttes transféministes.
elle va parler en fait de ce qu'elle appelle un féminisme d'abondance, par opposition à un féminisme de rareté. Où en fait la féminisme de rareté, ça veut dire qu'on va en fait se focaliser sur seulement les besoins des femmes cis, et enfin les femmes non trans qu'elle dit, elle n'utilise pas le mot cis. Euh, et, euh, et en fait se dire que voilà, si on inclut les femmes trans dans les luttes féministes, on va forcément perdre quelque chose. C'est un peu voilà, c'est un peu l'idée du féminisme, enfin d'un certain pan du féminisme aujourd'hui, c'est que il faut pas trop s'attarder sur les droits des personnes trans et notamment des femmes trans dans le féminisme, au sein même des mouvements féministes, parce que ça va faire perdre des droits aux femmes non trans. Et elle, donc, elle va proposer plutôt un féminisme d'abondance. Qui est en fait, voilà, qui tient compte non seulement des besoins des femmes trans, mais aussi des femmes non trans, et qui va aussi tenir compte de la spécificité de la féminité trans, sans forcément vouloir l'assimiler à la féminité non trans, en tout cas, en faire en sorte que cette féminité-là, elle soit complètement assimilable à la féminité non trans. Et donc, par exemple, en fait, elle va proposer beaucoup en fait, de dépasser ces slogans les femmes trans sont des femmes. Oui, certes, bien sûr, les femmes trans sont des femmes, mais les femmes trans n'ont pas toujours été considérées comme des femmes. Et les femmes trans ont une histoire spécifique qui est non seulement ancrée dans la féminité générale, mais aussi en fait dans les luttes gays, mais aussi dans les communautés gays. Et donc en fait, c'est une féminité qui est assez spécifique et que ça sert à rien de vouloir à tout prix raisonner comme ça par slogan un peu creux, quoi. Et en fait, ce qui importe, c'est surtout les conditions matérielles d'existence et ce qui est sanctionné dans l'espace public et ce qui est sanctionné dans les différents cercles sociaux, c'est voilà, c'est la féminité en général, qu'elle soit trans ou non trans. Et un peu comme ouverture, elle va proposer de s'inspirer en fait d'une forme de féminité, de transféminité qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine, donc la transféminité travestie, qui est donc une féminité qui est très ancrée dans l'histoire de ces pays, qui a beaucoup souffert de la répression de la dictature, des différentes dictatures qu'il y a eu en place, comme par exemple au Brésil et en Argentine, notamment, c'est dans ces deux pays que cette identité est la plus forte. Et que donc, en fait, ces personnes qui s'identifient comme étant travesties, elles vont un peu s'opposer à cette forme d'hygiénisation un peu des identités trans par voilà, toutes les politiques LGBT, toutes les politiques de développement LGBT. Et elles vont un peu... revendiquer une forme de spécificité culturelle, sociale, identitaire, qui n'est pas forcément, voilà, qui s'inscrit pas forcément dans la binarité occidentale du genre homme-femme, même si bien sûr c'est des femmes, mais elles vont revendiquer une forme de différence et aussi en fait revendiquer le fait d'être plus femme que femme, donc mujerissima. Ça veut dire de revendiquer une féminité qui est conquérante, qui n'a pas honte d'exister et qui n'a pas honte de s'écraser, quoi. Enfin, qui ne va pas s'écraser devant la répression policière, les normes sociales de genre, etc. Et donc voilà. Et donc j'ai résumé un peu le livre, de ce que le livre traverse comme réflexion. Et ce qui me paraissait important aussi de faire, c'est aussi de voir, selon moi, un peu quels sont les apports de ces réflexions sur les luttes transféministes et sur les luttes aussi sociales en général. Donc il y a un peu des idées qui me paraissent importantes. Et donc la première, c'est que en fait, le terme trans, c'est à la fois
Enfin, je pense que c'est ça qui est un peu compliqué à cerner et qui, moi aussi, en tant que personne trans, a été quelque chose aussi parfois d'assez euh, laborieux, douloureux à laquelle se confronter. C'est qu'en fait, voilà, nos identités, elles sont pas... Enfin, quelles qu'elles soient, en fait, c'est pas des identités naturelles. Il faut pas tomber dans une forme de biologisation de ce qu'on est et de ce qu'on veut être et des catégories auxquelles on s'identifie. Et qu'en fait, le terme trans, c'est à la fois un outil de domination étatique, complètement impérialiste, mais aussi en fait un outil qui a été investi par des personnes concernées pour créer des convergences et investir des luttes. En fait, par exemple, elle va revenir sur une période qui est assez intéressante, qui est, voilà, comme je vous l'avais dit, en fait, la catégorie gay, elle était un peu flottante, enfin, ça faisait référence à plein de choses en même temps, et qu'en fait, le terme trans, il a été aussi imposé par, euh, par les États du Nord, d'abord en leur sein, pour pouvoir, en fait, régenter des... des identités qui n'étaient pas forcément des catégories à part entière. Par exemple, en fait, les premières touchées par cette imposition, c'était les travailleuses du sexe noires et latinas aux États-Unis. Et elles, en fait, c'était des personnes transféminines, mais elles se désignaient par tout un tas de termes qui étaient assez différents. Et elles n'avaient pas forcément besoin d'un terme qui les englobait de manière uniforme. C'était simplement qu'on avait besoin en fait de les différencier de personnes gays, d'hommes gays, blancs, cis, voilà, et de pouvoir en fait régenter leur circulation dans l'espace public, régenter leur manière d'exister, etc. Et qu'en fait, et bien sûr, cette imposition-là, elle a été aussi faite sur d'autres populations dans les espaces coloniaux, comme les Hijra, comme voilà, les Two Spirits, les Maous. Donc voilà. Et qu'en fait, voilà, ce terme trans, il faut avoir conscience aussi que c'est une forme d'hygiénisation de nos identités et des expériences de franchissement de genre. Et que voilà, qu'il a été créé par les pays du Nord global pour pouvoir émettre des politiques de répression, mais aussi des politiques de développement, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques de développement, et pouvoir aussi se présenter comme voilà, les garants voilà, d'une transitude et d'un progressisme universel, et qu'en fait on va pouvoir sauver un peu tous les pays du Sud global, parce qu'en fait nous on est détenteurs on est détenteurs d'un savoir sur ces catégories, quoi. Et donc voilà, ça permet en fait de prendre conscience de ça. Je pense que ça permet d'éviter c'est un peu cette tentation biologisante enfin voilà, comme ce slogan ou dire voilà, les personnes trans ont toujours existé. En fait, j'en sais rien et puis j'en ai rien à faire. Enfin, quand on y pense, c'est complètement creux et complètement stérile. Parce qu'en fait, ce qui importe, ce sont nos conditions d'existence, ce sont les, 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 les- les ressources qu'on nous met à notre disposition, c'est les luttes sociales dans lesquelles on s'inscrit. C'est ça qui compte, c'est pas forcément en fait la catégorie trans et les personnes trans ont toujours existé. Ça vraiment, enfin, c'est complètement aberrant de dire ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis, enfin, c'est complètement anachronique que de vouloir en fait imposer des catégories moderne et contemporaine sur des existences et sur des époques qui étaient lointaines. Et puis, par exemple, ça fonctionne très bien avec le mot trans, mais ça peut très bien être même le mot femme. Enfin, ne signifie pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 500 ans ou plus. Enfin, toutes ces catégories en fait sont mouvantes et voilà, faut pas tomber dans ce piège biologisant. Voilà, qui voudrait qu'on soit voilà, des catégories naturelles et complètement dépolitisées aussi, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Et que donc, en fait, du coup, on tombe forcément très vite dans des pièges homonationalistes où en fait l'Occident peut très bien se porter comme le garant d'un progressisme universel qui devrait être partagé par tous, quoi, selon eux, quoi.
La deuxième idée qui me paraît importante, c'est que, en fait, je l'ai déjà évoqué un peu, c'est que la violence transmisogyne, c'est pas forcément qu'une violence interpersonnelle, c'est une violence qui est adoubée par l'État, c'est une violence étatique, c'est une violence pour laquelle l'État crée les conditions d'existence. Et voilà, enfin, je veux pas tomber dans un parallèle un peu hasardeux, mais voilà, quand on pense par exemple au racisme, le racisme c'est pas forcément en fait des interactions entre deux personnes, c'est aussi tout un système qui est permis par l'État, voilà, qui s'inscrit dans un cadre étatique plein. Et la transmisogynie, c'est pareil. L'État, en fait, crée les conditions d'existence de la transmisogynie. Et par exemple, dans la préface que j'ai pu écrire pour ce livre, je parle d'un événement qui, moi, personnellement, m'a marqué dans ma construction en tant que femme trans, qui est le meurtre de Vanessa Campos en 2018. Et pour revenir un peu là-dessus, c'est donc Vanessa Campos, c'était une femme trans péruvienne qui était illégale, enfin qui était sans situation, enfin j'arrive plus à parler, qui était dans une situation administrative précaire et qui voilà qui exerçait le travail du sexe au Bois de Boulogne. Et donc c'était une personne qui était très investie aussi dans ce lieu de sociabilisation qui est le Bois de Boulogne. Et c'est quand même un lieu où les femmes trans travailleuses du sexe ont réussi en fait à développer des outils de stratégie, des stratégies de résistance face à l'État et face au meurtre et face aux dangers qui les guettent. Et que en fait voilà, on parle souvent des femmes trans comme étant des êtres un peu presque dépourvus d'agentivité. Alors qu'en fait là, la situation de ces femmes montre bien qu'elles s'adaptent, qu'elles ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire et qu'elles savent se mettre en réseau et qu'elles savent résister aux assauts policiers, des clients, etc. Et donc Vanessa Campos, elle était travailleuse du sexe au Bois de Boulogne et elle était aussi investie dans des associations de TDS, en l'occurrence des associations abolitionnistes, mais ça arrive. Et puis en fait voilà, c'était sa manière à elle d'exprimer son militantisme. Et en fait voilà, Vanessa Campos a été tuée par des mineurs isolés égyptiens qui ont volé en fait l'arme d'un policier qui était lui-même client. Et en fait elle a essayé d'alerter ses amis, enfin ses collègues, parce qu'elles avaient un cri de ralliement, mais bon, elle n'a pas réussi. Donc elles ont toutes accouru parce qu'il y avait ce cri de ralliement et ils l'ont trouvée morte. Et en fait, ce meurtre, voilà, il pourrait très bien, tel qu'il a été aussi vécu pendant tout le procès, c'était vraiment très pratique d'avoir des mineurs isolés sans papier qui tuaient une femme trans. Enfin, pour eux, c'était vraiment une aubaine. Enfin, en tout cas, pour un peu l'état d'esprit étatique, quoi. Alors qu'en fait, si on réfléchit, bien sûr, ce sont ces enfants qui ont tiré sur la gâchette, mais ce qui a vraiment tué Vanessa Campos, c'est aussi l'État. Et c'est aussi, en fait, toutes les conditions qui ont été émises par l'État pour permettre ce crime. À savoir, par exemple, l'une des lois les plus mises en cause dans ce meurtre, ça a été la loi de 2016, donc, qui a dit la loi de pénalisation des clients, et qui donc, voilà, comme ça, apparaît comme une loi tout à fait progressiste et qui va protéger les travailleuses du sexe, etc. Enfin, on est toujours dans cet état d'esprit très, très paternaliste, où en fait on essaye un peu de dire ce qui est bien pour les personnes ou pas. Alors qu'en fait, ce qui serait bien pour les travailleuses du sexe, c'est d'avoir une condition qui est reconnue et qui est pas réprimée par la violence policière.
Et, euh, et donc, euh, et donc cette loi de 2016, elle va renverser un peu la charge du danger et de la prise de risque, disons, euh, vers le client. C'est-à-dire que le client va être celui qui va pouvoir s'affirmer comme étant celui qui prend un risque en allant voir une travailleuse du sexe. Et donc, ça va vraiment reléguer le travail du sexe dans des parties encore plus isolées, et donc où on va encore plus clandestiniser le travail du sexe et son exercice. Et donc ces femmes-là vont se sont retrouvées en danger accru, à devoir en fait accepter aussi des conditions de travail qui sont pas forcément sécurisantes. Comme par exemple, oui, et aussi le fait que les clients se sont fait beaucoup plus rares, que donc en fait la concurrence entre elles, elle s'est trouvée accrue. Et en fait voilà, tout ça, ça s'inscrit dans un dispositif étatique qui a participé à la mort de Vanessa Campos. Donc, ce contexte un peu nécropolitique, quoi, presque. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment cet impérialisme-là qui a réduit les femmes trans et migrantes et travailleuses du sexe à des conditions de vie qui sont de plus en plus mortifères. Euh, voilà. C'est assez parlant en fait, dans cette volonté aussi de dépasser un peu l'hygiénisation de nos expériences trans par les identity politics. Et donc qu'en fait la transitude ça devient quelque chose, une appartenance culturelle, une appartenance communautaire qui est en décorrèle complètement en fait de savoir qui souffre le plus et qui est le plus exposé à des violences au sein de nos communautés. Euh, donc voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir et qu'en fait je pense que pour moi c'était important de rappeler aussi ce rapport à la mort au début du livre parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez important dans toute trajectoire trans et notamment transféminine où en fait on va avoir une forme de potentialité de la mort qui est accrue, que ce soit par le meurtre, par le suicide, par le VIH, en tout cas dans l'imaginaire collectif, et qu'en fait, si on ne s'empare pas de ce rapport à la mort et qu'on n'en fait pas quelque chose aussi, un rappel pour que nos luttes soient plus radicales, nos luttes vont être complètement hygiénisées, quoi. Et ça m'amène aussi vers le dernier point qui me paraît aussi important, qui est en fait que la lutte transféministe, c'est d'abord et avant tout une lutte antiraciste, c'est une lutte anticapitaliste, c'est une lutte anti-impérialiste, et qu'en fait, le combat transféministe ne doit pas se détourner de sa radicalité originelle. Enfin, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec les femmes trans dans les années 60 qui étaient porteuses d'une radicalité anticarcérale, etc. On retrouve quand même beaucoup aujourd'hui en fait de mouvements qui se réclament du transféminisme et qui n'ont aucun problème par exemple à prôner par exemple pour combattre la transmisogynie, d'avoir une répression plus forte, des peines plus fortes. Pour moi c'est quand même pas ça le plus important. Si on se détourne du combat anticarcéral, on va quand même tomber dans des travers qui nous ont traversés pendant des décennies et qui en fait tout de suite normalisent nos combats et les font entrer dans un capitalisme libéral. Et voilà, ce cycle est inarrêtable en fait. Donc il faut garder en tête que les femmes trans, et en particulier les femmes trans racisées et les femmes trans travailleuses du sexe, elles ont été vraiment en première ligne pour expérimenter les ravages du capitalisme libéral, et que de ce fait, le combat transféministe ne peut pas se détacher d'une forme de radicalité qui va contre le capitalisme libéral, les politiques carcérales, les politiques répressives, etc. Et que, comme je le disais aussi tout à l'heure, il faut avoir toujours garder en tête qui dans nos communautés est le plus exposé au danger et à la violence, et que
c'est pas en plaçant les gens dans des cases et dans des catégories de genre qu'on va forcément comprendre cela. Les personnes les plus soumises à des violences, en fait, c'est les femmes trans racisées, c'est les femmes trans migrantes, c'est les femmes trans travailleuses du sexe. Et et en fait, elles le sont parce qu'elles sont travailleuses du sexe, parce qu'elles sont migrantes, parce qu'elles sont racisées. Donc en fait, tous ces combats, ils sont quand même vraiment vraiment intriqués, quoi. Et si on ne retrouve pas donc cette radicalité, et notamment par exemple quand on voit le génocide en Palestine et que comment voilà, nos identités aussi et nos existences, elles peuvent vraiment être très très vite récupérées par un libéralisme un peu creux, voilà, un progressisme voilà, vide, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la queerness ou les identités LGBT. En fait, c'est aussi un outil d'écrasement qui sont au service de dispositifs impérialistes qui sont à l'origine, par exemple, de ce génocide. J'ai fini de parler. Si vous avez des questions, ça serait... Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Est-ce que je peux parler trop? 1h08. Oh, c'est très bien. Ah waouh. Je suis bavarde. Si ça vous dérange pas, les gens qui veulent parler, juste vous prenez ça. Pas besoin de vous le coller sous la bouche. Pour les questions, ouais, mais c'est comme ça. Nous, on a le son, donc juste vous le prenez, vous le calez. Si vous posez une question, je peux commencer. Ok, super. Déjà, merci, c'était super génial. Je vois pas comment ça aurait pu être mieux condensé. Ensuite, ma question, ça va être une question un peu basique. Quels sont les prochains projets chez Shed Éditions et est-ce que vous avez un projet en cours actuellement? Tu veux dire, on a des projets éditoriaux? Éditoriaux et pas que. Juste pour présenter les perspectives que Shed Éditions a. Alors, d'un point de vue plus global, on a une... Ouais, on a lancé une entreprise... Enfin, j'arrive plus à parler d'un coup. On peut faire une pause. Hein. Non, tout va bien. Je vais juste reprendre ma phrase. Donc les projets éditoriaux, il y en a plusieurs, c'est assez foisonnant en ce moment. On a un projet qui... on travaille sur un ouvrage donc avec une graphiste, autrice qui s'appelle Claire Zaniolo, qui va s'intéresser en fait au graphisme noir et en fait de comment en fait les personnes afrodescendantes naviguent en fait dans un graphisme comment dire, un graphisme hégémonique blanc. Donc elle revient un peu sur plein de formes graphiques qui ont été explorées dans l'histoire récente, dans le graphisme militant et notamment beaucoup le Black Panther Party. Donc voilà. Et on a un ouvrage qui va sortir sur les architectures lesbiennes, qui va sortir l'année prochaine et qui donc va en fait s'intéresser à différentes formes d'architecture, de comment en fait des lesbiennes ont habité les espaces. On a un ouvrage sur les architectures fascistes en Italie. Enfin, on a quand même beaucoup d'ouvrages sur l'architecture. Enfin, ça c'est un peu notre dada. Voilà. Et également on a un deuxième livre qu'on est en train de traduire qui s'appelle Things to Know Before Your Bat Mitzvah, qui donc en fait parle de Bat Mitzvah. Enfin, c'est un recueil de textes qui est dirigé par Angela Davis et qui voilà, s'intéresse en fait enfin, propose un peu une lecture du judaïsme décolonial. J'en oublie certainement. Et voilà, et en fait on travaille sur l'ouverture d'un lieu à Marseille qui sera donc une reading room où en fait il y aura voilà, des livres à proposer, où tout le monde pourra venir, enfin nos livres et d'autres bien sûr.
Et il y aura également des ateliers, des rencontres et aussi d'autres personnes voilà, avec qui on collabore. Et donc ça, c'est un projet pour lequel on a lancé une cagnotte sur LEASSO qui est toujours en cours et qui devrait ouvrir donc début septembre. Voilà. Le lien sera dans la bio de la vidéo du FD Lutte. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je continue? Super. Je veux pas monopoliser la parole. Hein. Bon, C'est désolé, ça va toi et moi. Alors, problème. comment s'est construite la traduction de cette œuvre? Je veux dire, comment qui l'a rencontrée? Comment le projet s'est construit en fait? Alors, donc c'est Lydia, c'est Lydia Marouche, donc qui est donc la personne qui est à l'origine de Shade Publishing, qui est tombée sur, en fait sur, enfin qui était en lien avec Verso, donc la maison d'édition qui a publié le livre initialement en Angleterre et aux États-Unis. Et en fait, le livre n'était pas encore sorti. Enfin, le livre n'était pas encore sorti, et on a eu vent en fait du livre dans leur catalogue. Et moi, en fait, c'était une autrice que j'aimais bien déjà, parce que je lisais ses blogs. Elle a un blog qui est super qui s'appelle Sad Brown Girl. Et donc voilà, et donc en fait on a décidé d'acheter les droits avant même la publication, donc on a eu accès en fait au PDF à l'une des premières versions. Et après en fait on a décidé de traduire le livre au sein de la maison. Et on a commencé en fait par une résidence. Non, avant la résidence en fait on a fait un arpentage du livre, donc en fait on a divisé le livre en 4. Et on a chacune lu une partie, donc une assez grosse partie, et on a fait une restitution aux autres pour faire déjà circuler le livre entre nous, de voir comment en fait on s'approprie le livre. Et donc ça a été assez long, ça nous a pris une journée. Et suite à ça, on a commencé une résidence à Malakoff, dans un lieu qui s'appelle la Supérette, donc c'est un centre d'art. Et on a pris les premières pages, donc c'était pas la préface, enfin l'introduction, non même pas l'introduction, c'était l'avant-propos qui fait 4 pages, 3-4 pages, et en fait on l'a traduit à 4, et on s'est un peu penché dessus pour donner un peu le souffle, enfin l'impulsion de la traduction, et qu'en fait pour savoir aussi où est-ce qu'on pouvait pas, enfin dans quelle direction on allait aller en termes de traduction. Et après Nesma et moi, donc on était les deux traductrices du livre, et Nesma et moi en fait on s'est divisé des parties du livre pour pouvoir en fait les traduire, et on a travaillé de manière assez étroite. En fait dès qu'on traduisait quelques pages, on se relisait, puis en fait on faisait une réunion à deux pour harmoniser, pour discuter aussi des concepts qui nous bloquaient, qu'on n'arrivait pas forcément à traduire, pour aussi faire les notes les notes de trad, parce qu'il y a beaucoup de notes de trad. On a décidé en fait un peu d'agrémenter le livre par les notes de trad. Et donc ça a duré plusieurs mois. Et on a envoyé la version à Laura qui a multigenré, qui s'est aussi attachée en fait à travailler sur la trad, à faire en sorte que ce soit harmonieux, etc. Et en parallèle, j'ai écrit la préface à laquelle j'avais déjà réfléchi en traduisant. Donc, et en fait, c'était assez évident, c'était assez... voilà. Alors moi, j'ai une question, et je suis désolée, peut-être que t'en as... Non, je pense pas. On est bon, voilà. Vous prenez pas la tête avec ça, juste si vous l'avez proche de vous. Et je suis désolée si t'en as parlé pendant la conférence, mais j'ai pas tout assisté. Dans toute cette analyse sur la transmisogynie, j'aimerais bien savoir, y compris au niveau des sources des années 60, quelle a été la place des hommes trans, des butch, aussi par rapport à ça, quelle a été leur position en tant que groupe, pas chacun individuellement, mais dans toute cette historicité là, est-ce qu'ils étaient
Où est-ce qu'on les situe sur cette analyse-là? Alors, très bonne question. En fait, Non, elle m'a parlé en même temps et j'ai pas compris ça. t'inquiète, pas de soucis, je réfléchis en même temps. Réponse. Non, en fait, c'est vrai que le livre, il parle surtout vraiment des personnes transféminines et il n'y a pas beaucoup d'occurrence en fait des hommes trans. Enfin, c'est quelque chose qu'elle dit, qu'elle assume au début, en disant qu'en fait, elle, les sources sur lesquelles elle travaille et les communautés sur lesquelles elle a travaillé, c'était des communautés qui étaient assez séparées en fait des hommes trans. Et en fait, elle dit aussi que voilà, les hommes trans ont beaucoup évolué dans des cercles plutôt lesbiens, Okay. alors que en fait les femmes trans ont plutôt évolué dans des cercles qui étaient plutôt gays, masculins quoi. Et qu'en fait de ce fait, c'est pas quelque chose dont elle en parle et que vraiment elle se centre vraiment sur la transmisogynie et pas sur la transphobie. Ah non, c'était pas ça ma question. Ouais. C'était justement Oui. leur positionnement à eux en tant que communauté. Est-ce qu'ils font... Comment dire? Est-ce qu'ils sont du côté des transmisogynes? C'était plutôt ça. Ou est-ce qu'on pouvait voir une solidarité au niveau trans? Et justement, je trouve ça très intéressant qu'ils ne soient pas abordés dans le bouquin. Mais justement, Ouais. quel est eux leur positionnement en tant qu'autre groupement? Est-ce qu'ils ont été plutôt du côté historiquement, et même là, est-ce que ça s'étudie plutôt du côté transmisogyne, ou est-ce qu'il y a une forme de solidarité qui a pu se construire, ou pas du tout? C'était plutôt ça. Alors c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le livre, elle en parle pas. Elle ce qu'elle dit, c'est que effectivement en fait, il y a aucune catégorie de la population et aucune catégorie de genre qui échappe à la transmisogynie. Okay. Par exemple, en fait, les hommes cis, bon, voilà, les femmes non trans, elles se sont senties menacées dans leur féminité et donc ont été aussi beaucoup les premières porteuses de la transmisogynie. Les hommes gays, on a évoqué. Les femmes lesbiennes, bien sûr aussi. Et en fait, il n'y a aucune catégorie qui a échappé à la transmisogynie. Après, si je dois parler aussi d'un point de vue peut-être personnel, j'imagine que la catégorie homme trans, c'est une catégorie qui est plutôt diverse et qu'en fait, il y a un peu ces deux mouvements. J'imagine qu'il y a des solidarités. Qu'il y a des solidarités entre hommes trans et femmes trans dans certains espaces, mais qu'à d'autres espaces, en fait, les hommes trans aussi s'inscrivent dans une communauté qui est beaucoup plus lesbienne, et que donc du coup, en tout cas ceux-là ne vont pas forcément avoir d'affinité communautaire avec les femmes trans, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément explicite dans le livre. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une observation, un constat, je sais pas. Mais la phrase qu'on a vue récemment beaucoup dans les manifs, et dans la publicité, dans la pop culture aussi, de Protect the Dolls, qui m'agace beaucoup en ce moment et qui pose plein de nouvelles questions et qui tendent à dériver un peu les luttes trans dans un sens qui ne me plaît pas trop, parce que bon, déjà c'est un terme qui est emprunté à la culture ballroom. Et j'ai l'impression que pour la plupart des personnes qui utilisent cette expression-là, s'ils n'ont pas eu un minimum de recherche d'histoire sur nos luttes, j'ai l'impression qu'ils ont à l'esprit de défendre les dolls, donc les personnes transféminines, d'une manière que eux se les représentent, c'est-à-dire par la culture, par les célébrités, et puis par les inventeurs, par exemple de t-shirts et tout ça, qui sont des personnes homosexuelles gays, bref. Et bref, moi ça m'inquiète, et encore une fois, ça participe à créer une scission entre les personnes trans, les personnes transféminines, qui correspondraient à ce terme-là, comme on se le représente, et toutes les transidentités et toutes les expressions de la féminité qui existent dans le reste du monde, et pas juste aux États-Unis et en Europe, quoi. Ouais. Et donc j'en ai vu hier plein à la Pride, notamment Havre, et je pouvais pas m'empêcher de comparer les porteurs, les porteuses de ces pancartes et le message, et bref, ça m'a rendu un peu triste. Pardon.
C'était un petit coup de gueule, quoi. C'est ça, ouais. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est aussi... Enfin, ça s'inscrit vraiment dans cette tendance en fait, quand on est la lutte au slogan, et encore plus aux slogans qui sont complètement creux. Et effectivement, comme tu dis, en fait, les dolls, c'est une certaine catégorie qui est bien définie des existences transfemmes et qu'en fait, aussi dans l'imaginaire cis, les seules personnes acceptables, on va dire, et qui mériteraient qu'on les protège, ce sont les personnes transféminines qui passent et qui sont très féminines et qui sont qui ont subi des opérations chirurgicales pour pouvoir passer socialement et que en fait il n'y a que cette transféminité là qui est acceptable. Et c'est aussi en fait que je pense que les dolls, ils n'ont jamais eu besoin de personne pour les protéger en vrai. Enfin, ça, je vois pas trop ce que ça peut être derrière. Ça fait vraiment partie de ces slogans qui devraient disparaître. Enfin, je pense. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis, tu vois, il y a quand même ce truc assez paternaliste de vouloir protéger une population. C'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Les dolls, elles veulent du taf, elles veulent de l'argent, elles veulent une vie amoureuse épanouie, elles veulent des conditions matérielles d'existence qui soient acceptables, quoi. Et pas qu'on les protège. Enfin, je pense. Enfin, là, je parle de moi. Je crois que... Tout d'accord. Il y a d'autres questions peut-être? Non, personne, je sais pas. Tu as parlé à un moment donné, parce que tu as dit au début que c'était sous un angle marxiste, et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que souvent dans le milieu marxiste et matérialiste, on voit maintenant que limite, il y a une recherche à une surscientificité de la politique, de l'explication, et ça m'a paru intéressant quand tu as dit on s'en fout s'il y en avait avant ou pas. Parce que limite, maintenant, et on le voit aussi sur les luttes antiracistes, les débats que ça fait en ce moment, c'est si la situation n'existait pas avant, elle n'aurait pas le droit d'exister après. Et donc il faut trouver un précédent pour pouvoir défendre une nouvelle perspective. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Oui, bah effectivement, je pense que oui, il y a quand même en fait cette tendance aussi dans le militantisme LGBT à vouloir créer des sortes d'anachronies un peu comme ça, comme tu dis, si ça n'existait pas avant, c'est que c'est pas légitime. Et qu'en fait on se légitime par le passé, alors qu'en fait chacun est légitime d'exister selon ses propres modalités, et qu'il n'y a pas de souci, et qu'elle vraiment, elle prend cette perspective marxienne au pied de la lettre, puisque en fait elle va surtout se concentrer sur les luttes qu'il y a pu avoir autour de la transféminité, et en fait de reprendre en fait l'histoire un peu comme Marx au sens de l'histoire des luttes, quoi, une histoire des luttes des classes. Mais oui, effectivement, c'est... Ouais, parce qu'en ce moment, moi je trouve que ce soit au sein de la communauté queer et parce que je les suis de plus loin sur les questions des communautés qui luttent sur les causes antiracistes. Il y a aussi un retour, j'ai l'impression, alors nous aussi, ici on le vit très bien parce qu'on est un bastion PC et CGT, et il y a aussi, j'ai l'impression... Ici Ouais, ici au Havre, c'est un gros bastion PC, CGT, donc d'une gauche, on va dire, assez traditionnelle, voire passéiste sur certains aspects. Et on voit une envie de s'ouvrir vers nos causes, mais plus qu'une envie, c'est un besoin d'un nouvel électorat et d'un nouveau regard, c'est-à-dire la gauche ne peut pas ne plus être queer, elle ne peut pas ne plus être féministe, etc. Mais on voit commencer à arriver des conditions. Et donc on voit aussi, on entend des discours qui se veulent matérialistes, extrêmement creux et avec une forte prédictabilité, et qui ne nous laissent... et nous, souvent on se retrouve confrontés à... C'est bien, mais nous on a un truc, c'est qu'on n'a pas les mêmes perspectives que vous, et donc comment est-ce qu'on trouve des espaces qui sont ni les vôtres ni les nôtres, mais qui nous permettent de cohabiter, quoi. Et on voit ce piège dans lequel même nous on est pris au piège, des fois face à des urgences de répression. Exactement. Non, et puis je pense que oui, effectivement, si la gauche ne trouve pas un moyen aussi d'avoir une lecture
des luttes LGBT, enfin, pour le dire simplement, qui soient complètement ancrées dans les questions sociales et qui ne soient pas complètement décorrélées et qu'en fait on ne parle pas des luttes LGBT comme étant en fait voilà, des questions sociétales ou whatever. Enfin, ça ne va pas forcément tenir. Enfin, il y aura toujours en fait une forme d'incongruité à ce qu'il y ait les questions LGBT d'un côté et les questions sociales de l'autre, et qu'en fait les questions LGBT elles soient là juste pour séduire une part de l'électorat, parce qu'en fait maintenant il faut bien en parler pour qu'il y ait certaines personnes qui votent pour. Ouais, Quoi. et il y a souvent ce prisme aussi de, tu sais, nous ici on le voit souvent sur des militants, je pense à des militants, mais voilà, PC, CGT, il faut battre le capitalisme, alors qu'eux-mêmes n'ont plus de biais capitalistes dans leur lutte, et quand on le battra, comme les questions queer, les questions antiracistes, tout ne sont que adossées au capitalisme, ce qu'on sait être faux historiquement, bah, une fois qu'on aura battu ça, ça ira pour vous. Et nous on est là, ben non, parce qu'au sein de vos propres reins, de vos propres organes, nous, on rencontre des problèmes avec vous. Exactement. Donc il y a quand même un travail aussi. Ouais, je suis d'accord. Merci. Juste par curiosité, est-ce que tu aurais une autrice, un auteur à recommander en ce moment que tu as bien aimé lire parce que ses travaux théoriques t'ont inspiré ou parce que... pour n'importe quelle raison? Ça vient de dire que t'es inspirante. C'est vrai. Est-ce que tu veux dire un auteur ou une autrice sur les questions trans? Je réfléchis parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, et qu'en fait, le truc, c'est que... c'est un peu une question... Enfin, non, pas une question piège, mais en tout cas, Enfin, je suis pas forcément satisfaite de l'état de la science sur les questions trans, parce qu'en fait, c'est souvent sous un prisme très identitaire. Et par exemple... bon, je veux pas tracher, mais bon, de toute façon, je trache déjà dans la préface, mais tu vois, par exemple, il y a Julia Serrano qui publie pas mal de textes et qui est assez encensée. Enfin, ça reste quand même des visions qui sont très psychologisantes, ouais, qui sont assez dépolitisées. Et ça, des autoristes qui dépassent ça, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et donc, ouais, j'irais plutôt en Amérique latine, par exemple au Brésil. Enfin, il y a toute une... j'évoquais tout à l'heure la mouvance, les mouvements travestis. Et je pense qu'effectivement, par exemple, il y a un livre sur le transféminisme qui a été écrit par Letícia Nascimento, qui est une autrice brésilienne travestie. Et qui vraiment permet un peu de sortir de cette vision très occidentalocentrée du genre et du transféminisme et des questions trans. Donc ouais, c'est un peu la seule référence qui vient. Sinon après il y a Snorton. Qui Snorton. Voilà, qui est assez intéressant aussi parce que voilà, il aborde selon les questions raciales. Voilà. Désolé pour la question. Non, pas du tout. Non, c'est une... Je me pose en Non, c'est pas du tout. C'est une super question. C'est juste que, enfin, comme je te dis, ça me met aussi face à mon. Ah, et puis voilà, puis il y a tout un tas de. Je sais pas si tu as lu Afro-Trans, matérialisme trans. Bah, pour le coup, voilà, matérialisme trans, ça aborde la question du matérialisme, mais en fait davantage dans la lecture que j'ai. Davantage en fait comme un matérialisme féministe quoi, comme dans le féminisme matérialiste, beaucoup plus que dans le matérialisme au sens marxien du terme. Ouais, sinon en France il n'y a pas beaucoup d'autrices trans. On a déjà fait tout. Et sinon... Pardon? Je disais qu'on avait fait venir cette peinture parce que Michaela Danger est venue. Trop bien. Et on s'était à faire venir... Alexandre voulait que je fasse venir Pauline Kojac. Ouais. Et trop bien. Et sinon, oui, dans les... Enfin, je pense qu'on peut aussi faire science de plein de... un peu comme je disais au début,
on peut faire science de plein de matériaux et que c'est pas forcément les ouvrages théoriques qui apportent aussi le plus de... Enfin, par exemple, je sais pas, mais le roman Nevada de Imogen Bini, c'est une autrice trans américaine. C'est assez mal traduit, donc si tu lis l'anglais, c'est mieux de le lire en anglais. Mais enfin, c'est vraiment traduit avec un cis-gaze assez impressionnant. Mais voilà, c'est un roman en fait qui aborde enfin, pas seulement la transition, mais qui parle de la transféminité, mais dans un aspect assez, ouais, que je trouve assez matérialiste justement. Donc voilà. Il me semble que si j'ai d'autres idées, je te dirai. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, pas de questions? C'est fini? Bah, si vous pensez à d'autres questions un peu plus tard. On viendra te voir dans ce cas-là. Je pense que vous allez pouvoir emballer. Super. Merci. Merci.